Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Tester Outdoor et runningandtrail.net sur notre chaîne YouTube. C'est Jean-Marc, votre cybercoach. Alors je le dis en souriant parce que bon, je vous raconterai ça dans une autre vidéo, pourquoi on m'a appelé cybercoach. Mais plus sérieusement, nous allons voir dans la suite de la vidéo 10 erreurs à ne pas commettre en alimentation sportive, en nutrition sportive avec le docteur Didier Souveton. Il s'agit d'un extrait d'une conférence que nous avons donnée pour les membres de notre programme La Totale du Running. Donc profitez-en bien. Vous allez avoir droit aux 10 erreurs sur la nutrition sportive avec le docteur Didier Souveton. Et à la fin, nous allons parler des crampes sur marathon, ou des crampes en général en effort, durant la course à pied notamment. Et je vous retrouve après la vidéo. A bientôt. Bonjour et bienvenue dans notre programme La Totale du Running. Aujourd'hui je suis avec Didier Souveton qui est notre médecin en chef qui va se présenter tout d'abord, et après avec lui on va attaquer un programme assez chargé avec notamment les 10 clés nutritionnelles pour les sportifs, les 10 erreurs également à ne pas commettre. Donc Didier, je te laisse te présenter et après on enchaîne directement. Bonjour Jean-Marc, merci de cet échange. Alors je suis le docteur Didier Souveton, je suis médecin du sport, également spécialiste d'obésité et maladies métaboliques. J'ai une expérience de cabinet depuis à peu près 20 ans et je travaille maintenant pour une société qui s'appelle Metabolic Profile, qui fait deux types de produits. Le premier, c'est un programme nutritionnel destiné aux gens qui souhaitent perdre du poids tout simplement, et puis surtout ce qui doit intéresser nos auditeurs aujourd'hui, c'est-à-dire un programme nutritionnel destiné aux sportifs, qui est une sorte de préparation nutritionnelle sur mesure pour des sportifs qui veulent soit sur le plan du loisir se sentir mieux et être à l'aise dans leur activité sportive, soit pour ceux qui sont motivés pour une performance et qui souhaitent à ce moment-là avoir un programme nutritionnel comme ils ont un programme d'entraînement. D'accord, c'est parfait. On va passer aux 10 erreurs à ne pas commettre et que je pense qu'on va tous se retrouver dans un ou plusieurs de ces cas-là. Alors, quelle est la première erreur à ne pas commettre? Alors, Jean-Marc, pour aborder les 10 erreurs, ça va être exactement la même chose que les 10 clés, mais à l'envers. C'est-à-dire que c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire, quand on ne fait pas les 10 clés de la bonne nutrition, on va se retrouver finalement dans des situations qui peuvent nous mettre en difficulté sur le plan nutritionnel. Et donc, pour reprendre l'ordre de qu'on vient d'avoir, là, la première erreur à ne pas commettre, c'est l'hydratation insuffisante. On parlait tout à l'heure d'hydratation insuffisante. L'hydratation insuffisante. Arriver avant un entraînement ou avant une compétition sans avoir eu un apport d'eau important, sachant, et tu le sais très bien Jean-Marc, que tu fais des compétitions, que des fois avant une compétition en jeu, ça stimule le stress. Qui dit stimuler le stress dit qu'on va uriner beaucoup. En tout cas, souvent. Et je me souviens très bien de ça. Et donc c'est important de compenser ces pertes hydriques en lien, des fois parfois, avec le fait d'uriner plus souvent. Est-ce que du coup, on parle juste pour cet aspect de la compétition, c'est uniquement dans ce cas-là que rentre en compte la boisson d'attente? Alors la boisson d'attente, oui, avant la compétition ou avant un entraînement important, c'est pareil, quand on a des séances tests, quand on a des fois, je sais pas, une semaine avant la compétition ou 5 jours avant la compétition, on a des fois une séance qui ressemble à la compétition, donc il faut aussi la faire dans des conditions d'hydratation qui sont bonnes. Et puis ne pas oublier que, bien sûr, beaucoup d'entraînements, puisqu'on fait un sport extérieur, donc sont liés aux conditions climatiques, et lorsqu'il fait chaud, c'est clair que si on a une hydratation insuffisante, on va le payer très cash. D'accord. Une dernière petite question une autre question sur cette hydratation. Oui. On parle avant l'entraînement, après l'entraînement et pendant l'entraînement. Ici c'est un jour de repos, comment doit être l'hydratation? Alors l'hydratation doit être importante dans les jours de repos, parce que ça prépare le corps pour la journée du lendemain. Donc il faut que l'hydratation soit vraiment très importante. C'est le moment ou jamais, puisque le corps ne va moins dépenser d'eau, d'augmenter l'hydratation du corps. Parce que pendant qu'on fait un effort, on a tendance de toute façon à plus en perdre qu'à en ingérer. Même si on fait tout ce qu'il faut pendant les courses, parfois la perte sudorale est plus importante que ce qu'on peut ingérer au cours de l'effort. Et puis, donc ce qui va être important, ça va être bien sûr de beaucoup boire pendant les périodes de repos où le corps va se refaire en quelque sorte. Il va se refaire l'hydratation. C'est valable aussi pour la nutrition, on en parlera plus tard. On restocke. Il est au repos, on en profite pour mettre, j'allais dire, comme dans une voiture, remettre tous les niveaux au bon état comme avant de prendre la route. D'accord. Quand tu dis on doit se réhydrater beaucoup,
Est-ce qu'il y a une valeur, est-ce qu'il y a en fonction de chaque individu, du poids de chaque individu à ne pas dépasser ou... Alors c'est très difficile parce que là on rentre dans quelque chose qui est les variations individuelles. En termes d'hydratation, on a les règles générales, moi j'y renonce si tu veux, parce que on me demande souvent oui mais qu'est-ce que vous conseillez Ça dépend des gens vraiment, hein. Il y a des personnes qui éliminent beaucoup, d'autres qui éliminent peu. Comme je te dis, on a une étude qui a montré qu'il y a des grandes variations de perte sudorale ou des fonctions d'élimination. Encore une fois, les urines doivent être claires, hein, c'est le seul critère pratique. Ou alors des fois, si on y pense et si c'est organisable, lors d'un entraînement, on essaie de se peser avant et après pour voir quelle est la quantité d'eau qu'on a perdue. Ça c'est important. Et on voit que d'un sportif à l'autre, c'est pas du tout le même chiffre. Donc non, pas de règle générale, suffisamment boire, avoir les urines claires. Voilà. D'accord. Alors donc, quelle est la deuxième erreur à ne pas commettre? Alors deuxième erreur, pareil qu'un peu j'allais dire en lien avec ce qu'on a dit précédemment, c'est que l'hydratation est inadaptée, c'est-à-dire qu'on met par exemple trop de glucides ou pas assez de glucides, ou on a des boissons d'effort qu'on ne supporte pas parce qu'elles ont des nutriments dedans qu'on digère moins bien alors que le copain les digère très bien. Donc ça c'est important. D'ailleurs, et ça l'erreur à ne pas commettre par rapport à cette hydratation, c'est de prendre une boisson qu'on n'a jamais testée avant. C'est très important de tester les boissons à l'entraînement avant de les utiliser en compétition. Hors de question de jouer les apprentis sorciers en prenant une boisson, même si c'est la meilleure boisson du monde, lors d'une compétition sans l'avoir testée avant à l'entraînement. Parce que le risque est de découvrir des intolérances qu'on a, alors que même si c'est la meilleure boisson du monde. Donc c'est important de la tester à l'entraînement dans les conditions de course, en faisant des séances spécifiques en course, et en particulier lorsqu'on fait des séances intensives. D'accord. On va passer maintenant à la troisième erreur. Troisième erreur, c'est que l'apport énergétique est inadapté. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'un sportif, on prenait l'exemple d'un sportif qui dépense 3000 calories par jour. S'il en prend en 2005 ou si on prend 4000 ou enfin 3005, exagérons pas, forcément l'apport énergétique ne va pas être adapté. Il va avoir trop d'énergie, donc il va avoir des problèmes de poids, surtout en deuxième partie de vie, comme j'aime dire, c'est à partir de 40-45 ans. On peut avoir des problèmes de gestion de poids aussi. On observe beaucoup de sportifs qui en fait mangent trop, en voulant faire de l'énergétique, en fait font plutôt du quantitatif que d'une répartition qui soit, on va dire, justifiée. Et donc on se retrouve avec des sportifs qui souvent ont des problèmes de poids. Donc ils ont tendance parfois à diminuer la calorie plutôt qu'à changer leur répartition. Et donc on a un apport énergétique qui peut être insuffisant ou excessif sur les périodes d'entraînement. C'est ça la troisième clé, la troisième erreur à ne pas commettre, c'est d'avoir un apport énergétique qui soit inadapté à la dépense calorique. Et pour les coureurs qui continuent à s'entraîner régulièrement et qui justement veulent perdre du poids, du coup ils se retrouvent un petit peu dans cette troisième erreur. Alors dans cette troisième erreur, oui, alors on peut jouer sur la répartition des macronutriments ou sur l'apport calorique. S'ils prennent 3500 calories par jour alors qu'ils en dépensent 3000, on va jouer sur la quantité calorique. Ce qui est important, c'est de faire un bon bilan calorique initial. Donc ça peut arriver. Je te donne un exemple, Jean-Marc. J'ai travaillé dans des sports, l'aviron, et aussi le kung-fu. Et la course à pied, mais bon, on va prendre l'aviron et le kung-fu parce que c'est des sports à catégorie de poids. En aviron, on a les poids légers, et en kung-fu, il y a des catégories de poids. Donc on a des fois des sportifs qui se retrouvent à 10 jours d'une compétition avec un poids inadapté par rapport à leur catégorie, et s'ils font pas le poids, ils font pas la compétition. Donc on peut gérer en nutrition le poids, faire baisser du poids. Le mieux, c'est de s'y prendre suffisamment tôt, pas 3 jours avant une compétition, sinon au contraire on va mettre les personnes dans une restriction telle qu'ils peuvent faire une contre-performance, mais en tout cas on peut gérer des pertes de poids en faisant un apport nutritionnel et une répartition des nutriments glucides, lipides, protides qui soient adaptés à l'effort. D'accord. On va passer maintenant à la quatrième erreur à ne pas commettre. Quatrième erreur à ne pas commettre, c'est effectivement et ça arrive souvent chez les sportifs, c'est négliger les apports en vitamines et minéraux. C'est-à-dire que on est tellement focalisé sur l'énergétique, parce qu'il nous faut du carburant, mais on oublie que c'est pas le tout de mettre des réserves de carburant, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est qu'il peut être au mieux utilisé. C'est-à-dire qu'on a des voies métaboliques qui permettent au stock d'aller directement dans le moteur. Et pour ça, c'est les vitamines et les minéraux. Et on a tendance, et toi-même tu disais tout à l'heure, mais 500 grammes, c'est beaucoup de fruits et légumes par jour. Oui, mais c'est indispensable. C'est-à-dire que si tu veux utiliser tes stocks énergétiques, il nous faut les vitamines, il nous faut les minéraux, et il nous faut une bonne hydratation pour que les cellules aient de l'espace pour faire leur action chimique qui produisent de l'effort. Donc souvent, on a beaucoup de féculents. Ah oui, ça, les riz, les pâtes, les pommes de terre, il n'y a pas de problème. Mais on a un apport insuffisant en fruits et légumes, qu'il faut mettre aussi en entrée.
par exemple. Une petite salade composée, c'est très bien, avec des fruits et des légumes, ou des légumes en salade composée, puis des fruits en dessert, sous forme de compote, sous forme de fruits crus ou cuits, selon les tolérances de chacun. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cet apport de vitamines et de minéraux. Et souvent, c'est négligé chez les sportifs. C'est une erreur très fréquente. D'accord. On voit surtout, bon, on en voit les pubs partout, des compléments alimentaires, notamment sur les vitamines et les minéraux. Pour les sportifs qui n'ont pas une alimentation, on va dire, correcte ou bien équilibrée, est-ce que cet apport-là peut être intéressant à utiliser? Oui, alors les compléments alimentaires représentent un chapitre particulièrement intéressant, compliqué, et parce que souvent le raisonnement est simple, c'est bah, je mange pas suffisamment bien, ou j'ai pas le temps, donc du coup je dois avoir des déficits, donc je prends des compléments alimentaires et tout va bien. Sauf que c'est pas aussi simple que ça un corps humain. Donc vaut mieux, privilégier, et il n'y a pas un nutritionniste du sport qui dira le contraire, privilégier d'abord l'alimentation naturelle, parce que les aliments ou les composants, les nutriments dans un aliment ne se comportent pas de la même façon sur le plan métabolique que ceux qu'on prend ensuite par comprimé ou par gélule. D'accord. Donc le corps est génétiquement programmé pour utiliser les nutriments des composants alimentaires lorsque ceux-ci sont liés entre eux. Ils utilisent des voies métaboliques qui sont les meilleures voies d'utilisation pour le corps humain. Toutefois, pour répondre plus précisément à ta question, on peut avoir des carences. Carences en fer chez la femme, par exemple. En endurance, ça arrive, c'est très fréquent. On peut avoir des carences en vitamines parce que le corps les fixe mal, B9, B12, etc. Donc à ce moment-là, et dans le cas de déficit avéré, pour éviter de se trouver en carence, parce que l'effort physique va consommer beaucoup de vitamines et de minéraux quand même, pour les raisons que j'ai dit plus tôt, on peut recourir aux compléments alimentaires, mais pas de façon systématique. Parce qu'encore une fois, des compléments alimentaires, et je prends l'exemple de la vitamine C, par exemple, qui est un puissant antioxydant, si tu l'utilises à dose massive, elle ne va pas se comporter du tout de la même façon dans le corps que si elle est dans un fruit ou dans un légume, comme le poivron ou comme le kiwi, etc. Et donc, si on veut vraiment avoir un effet, il vaut mieux privilégier effectivement l'alimentation et avoir un choix d'aliments, et là, de l'intérêt d'un bon programme nutritionnel. En revanche, s'il y a des déficits, bien sûr qu'il faut le corriger avec l'ajout de vitamines ou de minéraux. D'accord. On va passer maintenant à la cinquième erreur. Alors la cinquième erreur, ça va être une répartition inadaptée des macronutriments, je le parlais tout à l'heure, glucides, lipides, protéines, ou alors il y en a qui peuvent être trop de glucides, quand on prend 80% de glucides, par exemple c'est trop important, trop ou pas assez de graisse, sachant qu'on en a besoin pour renouveler les cellules du corps humain, ou trop ou pas assez de protéines, parce qu'on en a besoin pour les lésions musculaires, et puis donc ça va être important. Et donc ces protéines doivent être de bonne qualité biologique, encore une fois. Donc cette répartition de macronutriments, glucides, lipides, protéines, doit être extrêmement équilibrée chez les sportifs, qui est quelqu'un qui est très à l'écoute de son corps et dont la performance, surtout dans les sports d'endurance, j'allais dire chronométrés, on voit très bien avec les temps de passage, etc. Donc on mesure vraiment bien ce que fait un corps, c'est pas comme un sport collectif, et qui permet d'avoir justement une juste utilisation des réserves énergétiques. Donc cette erreur-là, c'est une mauvaise répartition des macronutriments, trop ou pas assez de l'un des trois. D'accord. On va passer maintenant à la sixième erreur. Sixième erreur, ça va être un manque de diversité alimentaire, c'est-à-dire d'avoir toujours un peu les mêmes repas, avec les mêmes aliments, parce qu'on les aime bien, parce qu'on a l'impression que ça nous réussit bien, mais on va finir, à force d'avoir une mauvaise diversité alimentaire, d'avoir finalement une sorte de déficit qui peut se faire parce qu'on a des minéraux qu'on sous-utilise ou des vitamines qu'on sous-utilise qui sont présents dans d'autres aliments qui ne font pas partie de nos habitudes alimentaires. Donc c'est d'avoir, on va dire, une monotonie alimentaire, donc le choix d'aliments toujours un peu répétitifs, mais qui ne contiennent pas forcément l'entière, tous les apports, en partie en vitamines et en minéraux, qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement d'un corps à l'effort. D'accord. Est-ce que cette variabilité, on va dire, dans le choix des aliments doit se faire tout au long de l'année ou il y a des périodes, par exemple, moi je pense à la pré-compétition, on peut, par exemple, en pré-compétition la semaine d'avant, manger toujours le même type d'aliment Alors, oui, tu as raison, Jean-Marc, le plus important, c'est effectivement toute l'année. C'est-à-dire que c'est pendant les périodes d'entraînement, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir les apports, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Alors après, il y a la gestion de l'alimentation autour de l'événement compétition, dans les 7 jours qui précèdent la compétition, et ça, effectivement, ça va être important d'avoir un bon timing aussi sur le plan nutritionnel. Il faut manquer de rien, simplement. Il faut que le corps, il ait tout à disposition. Il faut manquer de rien pour faire la performance. Le corps, il va piocher partout, dans les nutriments, dans les vitamines, dans les minéraux. Tout ça, ça va être important dans l'eau, dans l'hydratation. Tout ça doit être parfaitement au niveau des stocks, en tout cas au niveau maximum des stocks possibles de chacun. Et ceci s'améliore avec l'entraînement.
Donc c'est surtout dans la période d'entraînement qu'on doit avoir cette grande variété d'apports alimentaires. Je reviens juste un petit peu rapidement, parce que là on en parlait sur la semaine qui précède la compétition. On voit aussi des boissons à base de pâtes liquides, comme on appelle. Est-ce que c'est utile d'en prendre ou pas? Alors, il y en a beaucoup, hein, comme tu sais, sur le marché, donc est-ce que c'est utile? Il faut voir leur composition nutritionnelle. Encore une fois, je pense qu'il faut privilégier l'aliment. Souvent, tout ça est un peu, pour moi, excuse-moi, Jean-Marc, je suis un vieil homme, mais j'ai 56 ans. Non, on n'avait pas tout ça avant. Et on arrivait avec la nutrition. Donc en fait, j'ai parfois l'impression que tous ces apports de gel, etc., de boissons, même s'ils peuvent jouer un rôle dans le cas de déficit ou de carence, ont souvent un rôle un peu plutôt anxiolytique, quoi. C'est réconfortant d'avoir ça, on a l'impression que ça permet d'éviter les déficits, etc. Mais c'est pas toujours idéal pour le corps. Et puis en plus, dans les offres qui sont proposées dans ce marché immense, des compléments énergétiques, la composition nutritionnelle est effectivement différente et je pense qu'il faut aller, je sais que tu as fait des tests là-dessus, il faut un peu regarder de plus près ce qu'il y a à l'intérieur et puis aussi les tester encore une fois pour voir si on les supporte ou pas. D'accord. On va passer maintenant à la 7e erreur. Septième erreur, c'est donc un mauvais timing d'ingestion. C'est-à-dire qu'effectivement, de ne pas utiliser la fenêtre métabolique ou le mal l'utiliser avec des nutriments qui ne sont pas toujours en rapport avec les besoins. Donc si par exemple on a fait du sport d'endurance, à ce moment-là qu'on a fait de la capacité aérobie, qu'on a fait de l'endurance fondamentale, à ce moment-là il vaut mieux privilégier effectivement des aliments qui sont avec un fort index glycémique pour régénérer les stocks, comme je disais un peu plus haut. Et puis, ou alors, en cas d'entraînement beaucoup plus intensif, de fractionner, en particulier de fractionner court, des 10 x 300, 10 x 400, comme font souvent les coureurs sur route en préparation. À ce moment-là, on n'est pas obligé d'utiliser des protéines à haute valeur biologique. Donc, c'est de ne pas utiliser vraiment cette fenêtre de métabolique qui est importante dans la régénération et qui permet d'enchaîner les séances d'entraînement et donc d'être plus performant. D'accord, c'est parfait. On va passer maintenant à la 8e erreur à ne pas commettre. Alors, 8e erreur à ne pas commettre, c'est de prendre des aliments qui ont des digestibilités difficiles. Alors ça, il y a des règles générales on sait très bien que les aliments à base de graisse se digèrent moins facilement, mais on a aussi des personnes qui ont des intolérances à une certaine quantité. On parle d'intolérance au lactose en particulier, mais il y en a aussi d'autres. Mais en tout cas, avoir des aliments qu'on ne supporte pas, qu'on digère mal à ce moment-là. Et ça, c'est le fait d'avoir avant une séance d'entraînement, même si c'est un aliment qui nous plaît, le fait de le prendre et de mal le digérer, si on arrive à l'entraînement, ou encore pire à la compétition, avec un aliment qu'on digère mal, avec des troubles digestifs, avec des sensations de pesanteur gastrique, ou d'avoir des éructations, ou d'avoir des troubles digestifs, à ce moment-là, effectivement, c'est effectivement une erreur qu'il ne faut pas commettre. Comme je le disais, attention au repas ou à l'alimentation avant la compétition, parce que une compétition d'endurance, c'est quand même du stress oxydatif, c'est quand même exigeant pour l'organisme, surtout lorsqu'on se donne, et tous les passionnés vont se donner pour atteindre leurs objectifs. Surtout avoir des aliments digestes, en particulier dans les derniers repas qui précèdent les entraînements importants ou la compétition. D'accord. Dans ces derniers repas, on entend souvent dire il faut éviter les pâtes complètes, par exemple. Oui, voilà, oui, tout à fait. Donc, mais ça, encore une fois, il faut bien les tester l'entraînement. Hein. Ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Donc, il faut que c'est bien beau d'avoir. On peut faire des programmes nutritionnels. C'est mon métier de faire des programmes nutritionnels sur mesure. Mais il faut bien discuter avec le sportif, il faut bien l'encadrer, il faut bien lui conseiller. C'est pas uniquement d'avoir un programme, mais aussi d'avoir un suivi, un accompagnement pour effectivement savoir ce qui tolère ou ce qui ne tolère pas l'entraînement pour faire des ajustements. Parce qu'on suggère un programme nutritionnel, mais après, il y a la réalité du terrain, et cette réalité de terrain, c'est elle qui a raison. Donc il faut adapter des fois ce qui est suggéré sur le plan nutritionnel à simplement la digestibilité ou aux capacités de chaque athlète. D'accord. On va passer à la 9e erreur à ne pas commettre. Alors ensuite, c'est bête, la gestion alimentaire donc en fonction de l'entraînement. On peut mal gérer son alimentation. On parlait tout à l'heure de la course qui a lieu le matin. À 9 h du matin, il y a le départ du marathon. Effectivement, il peut y avoir cette difficulté à gérer, c'est-à-dire se lever à 4 h du matin pour prendre un repas alors que ça ne convient pas du tout à l'organisme. Ça peut être ne rien manger avant parce qu'on n'a pas faim, on est stressé par l'événement. Va falloir, ou alors la gestion alimentaire de l'entraînement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de manger le midi, on a entraînement l'après-midi, donc on mange vite quelque chose une heure avant l'entraînement et finalement l'entraînement ne se passe pas bien, parce qu'à la fois on est en déficit énergétique,
Et d'un autre côté, on est encore en période de digestion, donc comment faire une bonne séance d'entraînement dans des conditions pareilles, nutritionnelles. Donc ça va être ça, c'est effectivement avoir une bonne gestion alimentaire de sa journée. En fait, la journée de quelqu'un qui s'entraîne est parfois très routinière, c'est-à-dire qu'il y a des heures de travail, des heures de lever, des heures de repas, des heures d'entraînement, et on recommence chaque jour. Donc c'est quelque chose qui est parfois il faut une grande discipline à l'entraînement, mais il faut aussi une grande discipline dans l'apport alimentaire. Et cette mauvaise gestion, même si le pourcentage des nutriments, même si la digestibilité des aliments est là, cette mauvaise gestion représente une des erreurs. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que, bon, on installe une routine, mais parfois il est quand même difficile, par exemple, je le vois pour moi, de savoir ce qui ne va pas. Parce qu'on peut installer une routine qui nous convient, mais qui au final n'est pas bonne. Comment le coureur peut justement savoir qu'il est dans l'erreur? D'abord, il va y avoir les performances à l'entraînement et en compétition. C'est-à-dire qu'effectivement, si jamais les séances d'entraînement s'enchaînent et que ça ne se passe pas bien, c'est qu'il y a quelque chose à remettre en cause. Alors ça peut être au niveau de l'entraînement, ça peut être aussi au niveau du sommeil, ça peut être au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau du stress en général, parce qu'on a tous des vies familiales, des vies professionnelles, des vies sociales, et de temps en temps, on a aussi nos difficultés dans ces secteurs-là. Et donc je pense que c'est tout qu'il faut remettre à plat, y compris sur le plan nutritionnel. D'accord. Et donc quand on veut remettre à plat sur le plan nutritionnel, quels sont les conseils que tu donnerais? Est-ce qu'il faut se faire par exemple une checklist, noter tous ses repas? Alors oui, c'est bien, surtout que maintenant il y a des applications qui font ça très bien, parce qu'au début c'est un peu fastidieux, noter ses repas, et voir quelles sont les calories, comment est la répartition des macronutriments. Il y a plein de sites maintenant, j'en sais trop aucun parce que je ne veux pas avoir de conflit d'intérêt, je travaille avec aucun d'entre eux, mais je sais que ça existe. Il y a des sites ou des applications sur lesquelles on peut avoir exactement notre apport calorique et la répartition des macronutriments, qui nous permet déjà d'avoir, si tu veux, des informations qu'on peut soumettre à un professionnel ou à un coach nutritionnel qui fait de l'accompagnement des sportifs pour voir s'il y a des choses à changer dans l'organisation, dans la gestion alimentaire du sportif qui s'entraîne. D'accord. Donc on va passer maintenant à la 10e et dernière erreur à ne pas commettre. Alors la 10e et dernière erreur à ne pas commettre, mais on vient un peu de l'aborder quand même, Jean-Marc, en glissant sur les soins alimentaires, c'est l'omniprésence des routines. C'est-à-dire que le fait d'avoir des routines en permanence, souvent la routine elle se détermine naturellement parce qu'on détermine ce qui convient et ce qui ne convient pas. Et finalement, on se sent à l'aise avec un certain mode alimentaire. Et puis de temps en temps, il faut savoir interrompre la routine parce que par exemple, une routine peut fonctionner pendant plusieurs semaines et ne plus fonctionner. Pourquoi? Parce que dans la routine, on fait un léger déficit en vitamines et que celui-ci, ou en minéral, on s'en rend pas compte parce que tout va bien dans les entraînements pendant plusieurs semaines, mais il faut parfois plusieurs semaines avant de s'en rendre compte et que le déficit ait une traduction clinique, c'est-à-dire le fait qu'à l'entraînement, d'un coup, les choses ne vont pas bien parce que la décroissance s'est faite très lentement et on atteint la zone de déficit qu'au bout de plusieurs semaines d'erreur. Et donc, il faut, mais on en reparlait juste précédemment, effectivement remettre en cause ces routines et savoir changer les routines de temps en temps. Ne pas avoir qu'une seule routine en fait dans l'entraînement, même si les journées d'un sportif, d'un marathonien vont être des journées qui vont à l'entraînement, vu le nombre de kilomètres à faire ou d'heures à passer à l'entraînement pour obtenir ses objectifs, pour atteindre ses objectifs, doivent être assez routinières, mais de temps en temps il faut savoir casser les routines, ça c'est important. D'accord. Donc il ne faut pas oublier de casser les routines de temps en temps. Est-ce qu'on peut casser les routines, par exemple, lorsqu'on part en vacances, en voyage, 10-15 jours, est-ce qu'on peut casser les routines à ce moment-là, même si on a des compétitions pas forcément des compétitions prévues, mais qu'on prévoit toujours quand même de s'entraîner un petit peu? Est-ce que c'est le bon moment de casser la routine? Oui, bien sûr, c'est le bon moment de casser la routine parce qu'on est dans un univers différent, parce qu'on est moins, on va dire, dans la discipline de l'entraînement, du travail, de la vie de famille, de la vie professionnelle. Donc c'est un autre moment, on est ailleurs, on n'a pas forcément envie des mêmes choses, et je pense que c'est le moment d'essayer de nouvelles routines, bien sûr, et de voir et de savoir ce qu'on peut en tirer pour quand on reviendra dans son quotidien. C'est effectivement un bon moment pour le tester. D'accord. Je te remercie pour ces 10 clés nutritionnelles et ces 10 erreurs à ne pas commettre. Et il y a un petit bonus maintenant pour nos membres du programme La Totale du Running. C'est une question d'un des membres justement de La Totale du Running, Michel, qui pose des questions sur les crampes. Et comme on sait très bien que les crampes, c'est souvent en relation aussi avec la nutrition, je vais te poser la question. Alors, attends, maintenant que je vais chercher la question, il faut que je la retrouve sur mon ordinateur. Où est-ce que je l'ai mise? Voilà. Alors je vais la lire.
Ah, donc là, il faut que mon écran s'affiche. Les crampes, c'est souvent, ouais, c'est souvent on en entend parler. Alors, c'est pas forcément avec des temps de grosse chaleur. Et justement, là, on a un cas intéressant avec Michel qui a couru son premier marathon le 30 avril dernier à Royan. Oui. Donc, il a fait 4h19 minutes. Ça n'a pas été à la hauteur de ses espoirs par rapport à sa préparation. Il en a déduit que c'était la faute aux crampes, notamment qu'il a eu au quadriceps, qui sont apparus à l'approche du 30e kilomètre. Ah oui. Et les 12 derniers kilomètres ont été courus entrecoupés d'arrêts forcés pour s'étirer, notamment dans les côtes. Oui. Or, il était pourtant confiant parce qu'il est passé au semi en 2 heures exactement. Alors, je lui ai posé quelques questions après concernant les crampes. C'était la première fois qu'il en avait en course à pied. Alors, il a suivi un protocole adapté lors du marathon. Alors, il a pris le pack de la marque Oversim, qui inclut boisson d'attente et gel tous les 5 km avec eau. Et côté météo, donc, il a eu une météo très difficile avec notamment 7 degrés, de la pluie soutenue. Oui. La moitié de la course, un vent assez fort également, à 30 km/h. Donc, l'origine de ces crampes, est-ce que c'est dû à la nutrition ou alors ça peut être dû aussi à cette météo justement très, très difficile et très capricieuse? Alors les crampes c'est multifactoriel, on peut très bien en avoir un jour pour un autre jour. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Là, d'abord, je note plusieurs éléments que tu me donnes. Un, ça arrive au 30e kilomètre, pas au 10e, donc c'est pas précoce. 2, il y a des conditions climatiques difficiles, 7 degrés de température, du vent. Donc tout ça fait un travail musculaire qui est quand même plus exigeant et donc forcément on va activer des fatigues importantes. Parfois le vent peut modifier même la position de course, ce qui fait que le muscle va travailler différemment et pas forcément dans le sens où il a été entraîné. Et puis je note aussi qu'il y a des côtes. Donc effectivement un marathon, des côtes, 7 degrés, du vent. Les crampes ça peut arriver. Hein. Tu prends 100 sportifs, il y en a forcément qui vont avoir du crampe parce que c'est dans des conditions difficiles. Donc il y a déjà l'environnement course qui en soit un facteur favorisant. Alors après, sur le plan, alors c'est des crampes du quadriceps en plus, c'est pas rien, c'est extrêmement douloureux, c'est pas la plus fréquente ça reste quand même les crampes du mollet. Après, il va y avoir d'autres facteurs qui vont intervenir, des facteurs mécaniques, comme avoir des bonnes chaussures aussi, avec peut-être des semelles adaptées pour certains et qui ont été testées à l'entraînement dans des conditions, parce que forcément, qui dit chaussure, il va dire appui, et donc l'appui peut être différent selon le type de chaussure qu'on va utiliser. Ça, c'est un autre critère. Ensuite, le critère, ça va être l'entraînement. Est-ce que notre athlète est suffisamment entraîné pour aller au-delà de 30 km musculairement? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Est-ce que c'est des situations qui métaboliquement il a connues? Ou est-ce que c'est nouveau pour son organisme? Et dans ces cas-là, forcément, les risques sont importants. En tout cas, ils vont être augmentés en plus dans des conditions qu'on a décrites qui sont difficiles. Et puis, bien sûr, il va y avoir l'apport nutritionnel. L'hydratation a-t-elle été suffisante pendant le marathon? Parce que souvent, quand il fait froid, on boit moins parce qu'on a moins soif. Or, l'erreur est justement d'attendre d'avoir soif pour boire. Quand il fait chaud, tout le monde boit bien. Quand il fait froid, forcément, des fois, l'apport hydrique n'est pas suffisant et ça peut engendrer sur la fatigue, au bout d'un certain nombre d'heures de course, effectivement, des problèmes de déshydratation locale, en particulier sur les muscles qui ont travaillé, comme les quadriceps, et donc engendrer des crampes. Après, il y a toute la gestion alimentaire, on en a parlé dans les clés et les erreurs. Est-ce que les clés ont été respectées? Est-ce que les erreurs ont été commises? Après, c'est l'inventaire et le débriefing, nutritionnel, avec Michel, je crois, ce sportif, pour essayer d'éviter que ça se reproduise et qu'il puisse atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, pour lesquels il se donne tant de mal lors des entraînements. Pour la quantité d'eau qu'il doit absorber pendant les ravitaillements, donc bon là il faisait froid, donc peut-être qu'il a moins bu, mais est-ce qu'il y a une quantité d'eau, on va dire, toujours pareil, référence ou pas? Non, on ne peut pas de référence, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre des conditions climatiques et de grandes variabilités individuelles, donc ce qui est valable pour un jour ne sera pas valable pour un autre jour, donc c'est difficile de donner un conseil, parce qu'on peut, si on l'applique dans des conditions différentes, les effets vont être complètement différents. Non, je pense que c'est important, c'est de boire suffisamment, y compris quand il fait froid. C'est très important dans des conditions climatiques qui sont basses. Je vais donner un exemple médical un peu différent, Jean-Marc. Il y a beaucoup plus d'infections urinaires, par exemple, on constate beaucoup plus d'infections urinaires l'hiver que l'été. Parce que les gens boivent moins et donc les urines se concentrent plus. Donc on a un réflexe de moins boire, on a moins ces mécanismes d'aller chercher la boisson dans des conditions climatiques qui sont parfois plus fraîches. Et c'est l'erreur la plus commune d'éviter de s'hydrater en pensant il fait froid, je transpire moins. En fait si, on produit quand même de
de la sueur, même si elle se voit moins sur la peau, parce que c'est sur des micro-gouttelettes et pas forcément sur des grandes gouttes de sueur. D'accord. Alors là, tu vois, je suis en train de, pendant que qu'on discute, je suis en train de chercher sur le produit truc de la marque, le pack qu'il a pris, parce que j'avais une question qui tournait autour des gels ou de la boisson énergétique. Est-ce qu'il vaut mieux prendre une boisson énergétique ou bien un gel plus eau? Non, je pense qu'il vaut mieux une boisson énergétique, ou vaut mieux la boisson comme je te l'ai conseillé tout à l'heure, c'est-à-dire de l'eau avec 30 grammes de glucose, 30 grammes de fructose, je pense, et 1 gramme de sel si les conditions climatiques sont au-dessus de 15-17 degrés par exemple, 1 gramme de sel par litre, hein, tout ça étant par litre, bien sûr. Donc c'est ça qui est important, après les gels énergétiques, souvent ils sont insuffisants sur le plan nutritionnel. Il y en a qui adorent, hein, mais je pense que voilà, ça n'existait pas avant, les gens faisaient autant de marathons. Je pense qu'il faut une bonne boisson de réhydratation, c'est important, avec ce qu'il faut dedans. Rien ne remplacera une bonne boisson de réhydratation. D'accord. Parce que là, je suis en train de regarder justement le produit. Donc, le pack marathon. Donc, je constate qu'il y a des gels liquides. Donc, des gels liquides. Donc, ils disent de prendre le gâteau énergétique avant. La boisson d'attente qui est une bouteille de 50 centilitres. Ensuite, on a tous les 5 km, donc un tube de gel, plus 5 à 10 centilitres d'eau. Oui, alors après, tout dépend encore une fois, ce qui va être important, et les marques en ont de différentes, c'est la composition nutritionnelle. Il faut les comparer, et il faut les essayer à l'entraînement. Mais encore une fois, ça reste la cerise sur le gâteau, éventuellement. On peut très bien s'en passer. D'accord. Est-ce que cette quantité d'eau qui marque tous les 5 km, 5 à 10 centilitres d'eau, ça paraît suffisant ou pas? Comme je te dis tout à l'heure, ça va dépendre des conditions climatiques et des variations, hein, des variabilités individuelles. Je pense que on peut pas donner, je le redis, j'insiste là-dessus, je sais qu'on est très demandeur de chiffres précis parce qu'on est dans des sports chronométrés, c'est pas possible. Et donner un chiffre précis, c'est prendre un risque avec le sportif. Parce qu'il va plus dépenser. Dans une côte, on dépense plus que dans une descente en termes de chaleur. Parce que si tu cours à 7 degrés ou à 23 degrés, ça va pas du tout être les mêmes besoins. Et donc le besoin de 7, si je dis un besoin général, à 7, ça va être mal estimé, à 23 aussi. Bon. Donc je pense que c'est important de tout tester à l'entraînement. D'accord. Donc je te remercie pour cette interview, cette première interview. Je voudrais finir avec toi, on en a parlé un petit peu, le programme que tu mets en place. Oui. Donc concrètement, ça consiste en quoi ces programmes de nutrition individualisés? Ce programme de nutrition individualisée, c'est un programme sur mesure. C'est-à-dire que vraiment, on va bilanter complètement le sportif. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut courir maintenant un marathon au mois d'octobre, qui veut se préparer, qui va avoir 4-5 mois de préparation, et qui dit, bon voilà, moi je voudrais, j'ai déjà un programme d'entraînement, mon coach m'en a donné un, mais je voudrais un programme nutritionnel parce que je veux tout mettre de mon côté pour réussir mon marathon. Je n'ai jamais couru, je veux simplement le finir. Bon. À ce moment-là, on va lui faire un programme nutritionnel sur mesure. Pour ça, on va le bilanter, c'est-à-dire qu'on va déterminer tous ses besoins. À la fois, on va voir aussi une prise de sang avec 37 paramètres métaboliques pour avoir exactement son profil métabolique. Aussi des renseignements concernant son alimentation, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il tolère, ce qu'il ne tolère pas, à quoi il est allergique, à quoi il n'est pas allergique. Également, savoir s'il y a du poids à gérer, à perdre ou à prendre, ou au contraire à stabiliser. Également, connaître ses habitudes de vie pour savoir comment organiser sa gestion nutritionnelle. Et à partir de là, on est capable, avec un logiciel très complexe qui a plus de 2000 opérations mathématiques, de déterminer exactement ses besoins nutritionnels en protéines, en lipides, en glucides, et aussi en minéraux et en oligo-éléments qui lui permettront d'avoir exactement les stocks le plus haut possible pour qu'il puisse s'entraîner dans les meilleures conditions. Voilà, on fait des programmes nutritionnels sur mesure, certains uniquement pour l'entraînement, parce qu'il y en a qui veulent simplement s'entraîner et jamais faire de compétition, mais ils s'entraînent 3 fois par semaine. C'est bien pour eux, mais ils veulent aussi avoir un programme nutritionnel pour leur bien-être et pas ressentir de fatigue pour le reste de leurs activités professionnelles, familiales. Et puis d'autres pour la performance. On a un plan performance que l'on fait aussi pour les sportifs qui ont des objectifs, comme je te l'ai dit, finir un marathon, battre un record, aller sur un trail, peu importe. Chaque passionné son objectif et on est capable de leur proposer ce programme nutritionnel sur mesure. D'accord. Il y a aussi, bon, tu n'en as pas parlé,
j'ai pas bien suivi. Il y a aussi un accompagnement que vous Ah mettez en oui, alors place. c'est très important, c'est pas le tout d'avoir. Eh oui. Bien sûr, il faut être accompagné, c'est-à-dire que nos programmes sont distribués par des coachs sportifs ou des professionnels de la nutrition qui accompagnent, parce que comme je l'ai dit sur notre première collaboration, il faut un suivi, il faut savoir ajuster ou adapter. Parce qu'il y a des personnes qui, d'un coup, ah bah tiens, il mangeait pas tel aliment, maintenant il le mange, mais de temps en temps il y a de l'inconfort. Et ben, il faut savoir y renoncer, il faut savoir le mettre de façon beaucoup plus légère. Donc bien sûr, il faut un accompagnement pour, comme on a un coach, hein, quand on fait un entraînement, c'est pas le tout d'avoir un programme d'entraînement, il faut aussi avoir un coach qui regarde comment on court, qui s'occupe de la séance, qui permet de conseiller sur la gestion de la récupération, etc. On a exactement la même démarche sur le plan nutritionnel. On a un accompagnement, on regarde comment ça se passe, on regarde quels sont les ajustements, comment on peut optimiser la nutrition à partir du programme nutritionnel au départ qui a été utilisé. D'accord. Je voudrais revenir sur un dernier point. La phase de démarrage de ce plan nutritionnel, c'est l'analyse de sang. Oui, oui, En quoi est-elle importante? elle est importante parce qu'on n'a pas tous la même histoire métabolique, on n'a pas tous, même s'il y a des règles générales d'effort, on n'a pas tous les mêmes organes dans le même état, et surtout en deuxième partie de vie aussi, à partir de 40-45 ans, c'est important, donc c'est un check-up important, avec la vision sur tous les organes et les minéraux, qui nous permet d'avoir le vrai profil métabolique, et si on voit un petit déficit ou un excès, on peut le corriger sur le plan nutritionnel. Donc nous, ça va être déterminant pour le choix des aliments en fonction du profil métabolique qui va nous donner le profil nutritionnel. Et donc, derrière, notre choix alimentaire va dépendre aussi beaucoup de ce bilan métabolique. D'accord. Ben, c'est parfait pour cette interview. Je te remercie beaucoup, Didier. Et merci, Jean-Marc. À une prochaine, et donc à une prochaine interview. À bientôt. À bientôt et bon run. Merci. À toi aussi. Au revoir. Ciao. Et voilà, cette vidéo est finie. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour partager votre expérience, nous dire ce que vous pensez de ces 10 erreurs en nutrition sportive. Est-ce que vous en avez commise une, ou est-ce que vous vous sentez concerné par un de ces cas-là? Pensez aussi à donner un petit pouce bleu à la vidéo pour la liker, pour dire que vous avez aimé son contenu. Nous vous en remercions par avance, et on se retrouvera dans une autre vidéo très prochainement sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge qui apparaît là. Je vous souhaite une bonne journée, bon run et à très vite.